Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Le premier ministre français Gabriel Attal est de passage au Québec. Il a fait un discours, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Oh, lorsqu'il a parlé de laïcité, ça a trouvé écho, hein, ça, Mario? Ouais. Ben, avec raison. Tu sais, c'est... Des fois, nous autres, on vient... dit nous, la société, nous... c'est probablement aussi vrai du gouvernement du Québec puis de notre Assemblée nationale. Tu sais, on vient embourber la laïcité, mais là, c'est devenu la loi 21. Puis la loi 21, c'est devenu une cause. Puis là, c'est la commission scolaire English Montréal qui pousse ça devant maintenant la Cour suprême, puis là, on se demande qui va payer, puis là, le fédéral va envoyer ses avocats. Fait que, tu sais, on vient un peu pris dans la poutine, là. Et c'est pas rare, là. On a déjà vu ça dans l'histoire. C'est comme quand un dirigeant étranger, c'est pas parce qu'il est plus fin, c'est pas parce qu'on est, tu sais, on se voit des inférieurs, mais c'est juste que quelqu'un arrive avec un regard de l'extérieur, puis lui, ben, toute cette poutine-là, toute cette mécanique-là, il est pas pogné là-dedans. En fait, ça l'intéresse pas du tout. Il est probablement, en grande partie, pas au courant de ça. Lui, il est sur le concept, la laïcité, la grande bataille, la valeur de ça pour la société, la liberté qui en découle. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est comme si ça ramène, évidemment, pour le gouvernement Legault, puis pour ceux qui ont voté pour le PQ, qui a voté pour la laïcité, ça devient une espèce d'imprimature, là, de reconnaissance. Mais d'après moi, François Legault va être de bonne humeur pour 3 semaines, 1 mois. Là. Ah oui, tu penses, hein? Le problème, c'est que Gabriel Attal est plein de schnout. Gabriel Attal, c'est un faux cul. Gabriel Attal vient parler de laïcité au Québec, alors que chez lui, en France, il y a des quartiers où les policiers ne vont plus. La racaille mène dans les rues. Il y a eu une femme qui a été tabassée parce qu'elle respectait pas le ramadan. Il y a un homme qui a été tué. Ça, c'est au cours des 5 derniers jours. Un homme qui a été tué parce qu'il buvait de l'alcool. Un gérant de magasin Jox, piégé par une islamiste parce qu'il a dit « mes vendeuses enlèvent le voile ». Mais là, elle a fait un scandale. Puis là, il y a des menaces de mort. Un boucher qui a été torturé parce qu'il vendait du cochon. Gabriel Attal, fait le ménage chez vous. Tu veux parler de laïcité? On va en parler pour le vrai. Ouais, on va parler des cafés. Oui, non, Benoît, ce que tu viens de décrire, Mario, ça existait avant. On va parler des cafés où les femmes ne sont pas admises. On va parler de la racaille dans les transports en commun. On va parler de l'islamisation de la France. On va parler des maires qui sont des guidounes finis et qui financent ou qui donnent des terrains pour construire des mosquées en France. On va parler de la vraie affaire. Là, il s'en vient ici, là, peigné sur le côté, le petit jeune politicien français qui parle de laïcité. Mais va faire tes devoirs, mon ami. Va faire tes devoirs. Parce que ça va pas bien en France. Je veux bien parler du concept de laïcité, mais moi, je veux parler de la réalité. Là, nous, on se fait écœurer au Québec par une commission scolaire qui est financée par le fédéral. Là, t'as le chef du SCRS qui couche avec Amira El-Gawabi, David Vigneault, qui est comme ça avec elle sur des photos, puis qui souhaite bonne fin du ramadan. Il a pas souhaité bonne fin de Pâques, là. David Vigneault, c'est qui, ça, ce crinqué-là? Fait que, moi, parler de laïcité en concept, ça me fait suer. On va en parler en réalité. Fait que Gabriel Attal nous explique comment il va mettre de l'ordre dans son propre pays, où la racaille mène la nuit, fait des émeutes, appuie un jeune qui s'appelait Naël, qui a eu 6 refus d'obtempérer, et finalement, il a été tué par un policier. Il y a eu des émeutes à travers la France. Ça, c'est la laïcité. Mais Mario, la situation, elle est explosive en France, là. La situation est très difficile en France. C'est juste, je comprends ce que Benoît dit, mais sincèrement, on peut pas tenir Gabriel Attal responsable pour ça, là. Il est premier ministre du pays. Il vient d'arriver. Non, il est premier ministre du pays depuis 3 mois. Et il a été ministre de l'Éducation 6 mois. Durant les 6 mois qu'il a été ministre de l'Éducation, il a interdit un signe religieux.
Lui, en matière de laïcité... As-tu lu les profs en France? Les enseignantes qui ont peur dans les classes? Les enseignants qui se font agresser? Mais t'as vu ce que fait Gabriel Attal là-dessus? Mais t'as vu, je veux dire, je veux pas te défendre, je suis pas un fan fini de Gabriel Attal, mais sur ce que t'as dit précisément, t'as vu ce qu'il a fait, là? Il y a un enseignant, je vais pas me tromper, mais il y a un enseignant qui a été menacé parce qu'il avait demandé à une étudiante d'enlever son voile, qui est la loi en France, comme ici, il n'y a pas de signe religieux dans les écoles. Et là, il y a eu finalement, ça a viré en menace contre le directeur de l'école. Et il a fait venir le directeur de l'école à Matignon. Là. Il a convoqué le directeur de l'école, pas pour le blâmer, pour lui donner son appui. Puis ça a fini en directive aux écoles. Puis... Mais Mario, Samuel Paty, qui a été décapité par un malade mental, un islamiste fou, et il avait dit à la classe, je vous le dis, là, si ça vous choque, vous pouvez sortir, je veux montrer la caricature de Mahomet, parler de liberté d'expression. Décapité. OK? Il n'y a toujours pas un collège nommé en son honneur. Samuel Paty. Il y en a un autre, là, Dominique Bernard, qui a été aussi assassiné à coups de couteau dans une cour d'école. Il fait quoi, lui, Gabriel Attal, sur la laïcité? Hey, on va en parler pour le vrai, s'il va en parler. Mais moi, venir faire une infopub ici, puis dire la laïcité, c'est important. Je comprends, c'est important. C'est fondamental. Encore faut-il l'appliquer. Mario, on parle beaucoup de crise du logement, mais on s'aperçoit dans les budgets versés, dans l'argent versé par Ottawa, le Québec n'a pas sa pleine part en fonction de son poids démographique. Reçoit à peu près 14 % de ces sommes-là, alors qu'on a un poids démographique de 23 %. Ça peut bien mal aller. Oui, une couple d'affaires drôles là-dedans, pas drôles, là. D'abord, c'est des chiffres de la SCHL. Donc, c'est un organisme fédéral qui vient, repris par le Bloc. Là, c'est le Bloc québécois hier qui a fait cette intervention. Mais tu dis, OK, mais en théorie, au Québec, notre ministère de l'Habitation, notre ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes, notre ministère des Finances qui doit s'assurer que tous les chiffres balancent, personne n'avait vu ça. C'est via les chiffres d'un organisme fédéral que le Bloc réalise que le fédéral ne nous verse pas notre part. Bon, il semble quand même qu'il y aurait des nuances là, à faire, que peut-être c'est de l'argent qui va être versé plus tard, qu'au Québec, c'est parce qu'on taponne. Mais je pense que les Québécois qui voient cette nouvelle-là matin, la population, le monde, attend des réponses là-dessus. Là. Je dirais, c'est vrai qu'on attend des logements, puis qu'il y a de l'argent qui dort à Ottawa, ou qu'on n'a pas notre part, ou dans tous les scénarios, ça mérite des explications. Mais je me disais, il doit y avoir quelques fonctionnaires à Québec quand même qui se disent, comment c'est qu'on n'a pas vu ça? Comment c'est qu'on n'a pas vu ça? On n'est pas payé pour s'assurer que le Québec va se chercher sa juste part. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Moi, ce que je comprends, là, c'est que M. Duclos dit, et Jean-Yves Duclos, il dit que c'est parce que les promoteurs n'ont pas fait leur demande. Les demandes sont pas rentrées, fait qu'ils peuvent pas faire de chèque, il n'y a pas de demande de projet, il n'y a pas de soumission de projet. Si c'est ça, Mario, les promoteurs, dans ce cas-ci, c'est du logement social, fait que ça serait des villes. Est-ce que ça se peut que les villes au Québec sont plus assises sur leurs mains ou plus embourbées dans leur propre réglementation, dire que on fait pas de logement parce qu'on n'a pas de dézonant, on n'a pas de terrain dézoné, on n'a pas de terrain. Après, peut-être que c'est ça, là, si c'est ça. Mais tu sais, en même temps, quand il y a urgence, là, il y a une crise du logement. Hier, je parlais à Mme Riendo là, sur les refuges pour femmes de violence conjugale. Puis il y a une partie du problème, c'est qu'il n'y a pas d'accès au logement abordable. Mais il me semble que là, pour une fois, il pourrait avoir un guichet unique. Puis dire, là, c'est une urgence nationale, là, on va se ramasser, puis on va pas attendre qu'un fonctionnaire d'une province passe par la municipalité, qui demande à un promoteur, qui remplit des formulaires, qui envoie ça à Ottawa, puis sacrément, ça peut bien pas se faire. Je veux dire, on va simplifier la démarche, puis peut-être qu'on va avancer. Je sais pas. Mais je commence à penser que Pierre Poilievre a raison un grand bout là-dessus. Ah ouais, Non, mais dans le sens que les villes là sont vraiment... C'est lui, ça fait un bout de temps qu'il dit ça. Là, ils appellent les gatekeepers en anglais, c'est-à-dire des gens là, qui ne sont là que pour mettre des embûches, des réglementations, des interdictions. Tu sais, n'importe quel projet, ben là, t'as un étage de trop, alors t'as pas planté d'arbres, t'as mis un stationnement, des stationnements, on n'en veut plus. Fait que tout projet va finir par être refusé. Fait que comme Benoît vient de décrire, t'es en crise du logement, t'es en urgence d'agir. Puis t'as des gens qui analysent des papiers puis des plans puis qui regardent puis qui repoussent puis il se fait rien. Puis tu sais, les permis, juste à la ville de Montréal, là, souvenez-vous, les promoteurs,
qui disent, écoutez, ça prend 1 an, ça prend 6 mois, ça prend 2 ans pour avoir le permis de construction, parce que là, à la Ville de Montréal, on se traîne les pieds, on envoie les formulaires, c'est pas à bonne couleur, c'est pas à bonne grandeur, tu sais, là, il y a une crise nationale, là, tu sais, on peut tout s'organiser, mais ça, c'est au fédéral, peut-être, de dire, là, on va se ramasser, puis les municipalités ici, puis les provinces ici, puis là, on va dire, voici comment on va procéder, puis on va passer par là. Il y a de l'argent dans le pot, de toute façon, il met ça sur la carte. C'est encore sur la carte, là, c'est encore dans le budget, là. Écoute, c'est chaque jour, là. Moi, j'en reviens pas. Ma calculatrice a passé au feu hier. Surchauffé. Mais Benoît, tu parlais de la façon de faire dans les municipalités. Tu m'as rappelé un souvenir. Moi, quand je me suis fait construire une maison, c'était long, là, le permis, c'était long. Puis à un moment donné, j'ai commencé à presser là, pour avoir justement commander les fenêtres, puis les poutrelles de toit, etc. T'sais, il commençait à avoir des délais serrés. Et là, tu t'aperçois que dans le monde municipal, en tout cas dans l'endroit où j'étais, c'est le cas de plusieurs autres villes, ça m'a été confirmé, tu as une pile au niveau des permis. Que tu te fasses installer une piscine, okay? Que tu fasses des modifications à ton patio, que tu te fasses construire une maison, une pile. Là, tu as le fonctionnaire là, qui check le plus un par comment un. il dit ça, Alexandre? Comment il dit ça, le fonctionnaire? Ah! Une piscine de 12 pieds. Parfait. Là, il regarde. Il regarde ça. Après ça, une autre piscine, un patio. Puis là, quelqu'un qui se construit une maison, qui a des délais serrés ou quoi que ce soit. Puis des fois, dans certains cas, les enfants aussi, pour commencer la rentrée scolaire de l'automne, c'est long. Puis là, à coup de piscine, on passe par-dessus la pile. Arrêtez de demander les permis. Faites ce que vous voulez. Ouais, mais là, c'est chez vous, c'est votre maison, c'est votre terrain, c'est vos taxes. Non, fais ce que tu veux. C'est parce que tu dis pressé, là, mais c'est parce que c'est ça le problème. Là. C'est que la ville, elle a pas ces urgences-là. Tes fenêtres, ça, c'est le dernier de leurs soucis. T'es pressé sur un chantier. Les autres sont pas pressés. Là. Il y a des délais à respecter, il y a une procédure. C'est ça qui est beau, là. Aïe. Benoît, lettre ouverte intéressante, c'est dans Le Devoir. L'anglais au Bell Center. Non, mais allez lire ça, là. C'est dans Le Devoir. C'est un gars qui s'appelle Benoît Tanguay. Il habite à Sherbrooke. Puis il écrit à Chantal Maccabé. Puis il dit, c'est vous, quand vous représentez le visage francophone hors de l'as du Canadien, écoutez ça, là. Le 28 mars dernier, Benoît Tanguay assiste à sa 6e partie du CH au Centre Bell. Ça fait 2 ans qu'il achète un forfait de 6 parties. Là, il dit, je répéterai pas l'expérience. Pourquoi? Pas parce que j'ai l'impression d'être à Boston, à Philadelphie ou à Toronto, tellement que je n'entends que l'anglais partout dans les estrades et les corridors, ni parce qu'on ne demande même plus aux joueurs non francophones d'essayer de nous dire autre chose que bonjour et merci dans notre langue, encore moins parce que l'équipe ne fera pas les séries pour une 3e saison de suite. C'est simplement que je ne me sens pas respecté en tant qu'amateur francophone du CH dans mon expérience au Centre Bell. Et là, il donne un paquet d'exemples ce qu'il a vécu, là. Il est accueilli en anglais. Il va chercher son smoke meat, c'est en anglais. Il est obligé de se battre avec tout le monde pour parler français. La musique, il dit, c'est sûr, on a passé la danse à Saint-Dillon, tu sais, comme un 6 secondes, le temps de le reconnaître, mais il dit, tout le reste, c'est en anglais. Il dit, la culture francophone est-elle si pauvre aux yeux de ce mauvais DJ qu'il se sent incapable de divertir la foule majoritairement en français? Puis il parle aussi d'une publicité de la Ligue nationale de hockey sur les bons comportements qu'il faut adopter en tant que partisan, présenté seulement en anglais, sous-titré en français. Puis il dit, c'est un dessin animé, ça aurait pu être le contraire. Ça peut être en français, sous-titré en anglais. Une méchante lettre ouverte qui appuie tout ce qu'on dit depuis des années à Jeff Molson et sa bande de ses sbires qui ont anglicisé le Centre Bell, qui ont anglicisé l'expérience d'aller voir le Canadien de Montréal. Puis bravo. Allez lire ça, c'est vraiment... Puis je pense qu'il parle au nom d'un paquet d'amateurs du Canadien de Montréal. Mais si tu dis anglicisé, c'était-tu plus français? C'est drôle, mon impression, c'est qu'à l'époque, mettons, de Maurice Richard, là, c'était encore bien plus anglais. En fait, les francophones n'avaient même pas moyen d'avoir des billets. Là. Ils l'écoutaient à la radio, mais je veux dire, le monde à Montréal qui avait moyen d'aller au Centre Bell, là, avec les beaux manteaux et les madames en fourrure. On revient à ça, là. On revient à Maurice Richard. Non, là, les francophones avaient moyen de t'acheter des billets, là.
les séries de Campbell, là, où, tu sais, tout se fait en anglais. À un moment donné, quand le PQ était là, en 76, 80, quand t'avais Larry Robinson qui apprenait le français, t'avais Bob Gainey qui apprenait le français, Scotty Bowman qui parlait français, je veux dire, Ken Dryden, moi j'ai fait des entrevues avec Scotty Bowman et Ken Dryden il y a 5-6 ans au Frontières, juste en français, il était extraordinaire. Tu sais, puis là, t'es arrivé, là, tout ça, la pression, les Nordiques sont partis, il n'y a plus de pression sur le Canadien de Montréal, tout est en anglais, ils se contrefichent de nous autres, puis il serait temps qu'on réponde par notre portefeuille, notre carte de crédit, puis juste leur dire, vous l'aurez plus. Jusqu'à temps qu'on soit servi en français et qu'on soit accueilli en français, vous n'aurez plus ma carte de crédit. Mais c'est vrai que les joueurs, je reviens aux joueurs, là, tu sais, des jeunes gars qui ont l'air brillants, Suzuki, Caulfield et autres, puis ils nous disent qu'ils essayent d'apprendre le français. À la signature du contrat. Non, mais ça fait 3 à 4 ans, là. Ouais. Je veux dire, mettons que tu apprends bonjour, mettons un mot en 3-4 ans, c'est vraiment pas beaucoup, là. Tu comprends pas vite. C'est sûr que ça se limite à ça. Les gars qui ont l'air brillants, qui ont fait de l'université et tout ça, je veux dire, moi, ma première fois que je suis allé à Cuba, chaud au bar, j'ai appris plus d'espagnol que ça dans la première soirée, là. Qu'est-ce que t'as commandé? Una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Voilà. Oui, évidemment. Mucho rum. Bon. La saga O.J. Simpson, honnêtement, moi, avec l'annonce du décès d'O.J. Simpson, ça me rappelait certains souvenirs. La poursuite policière avec le Ford Bronco blanc. La fameuse scène, Benoît, dans le tribunal avec, lorsqu'on lui a fait essayer les gants et la ligne célèbre de l'avocat de la défense, It doesn't fit, you must quit. Si ça fait pas, si le gant fait pas, vous devez l'acquitter. Ouais. Quelle saga! D'ailleurs, on a des images d'O.J. Simpson après le meurtre, juste après le meurtre. On peut le regarder. Ah oui? Ouais. Vas-y, mon O.J., cours! Allez, lève-là. C'était ça, O.J. Simpson, hein? C'était une vedette extraordinaire, un joueur de football admiré, les Bills, tu sais, gagné plein de trophées. Il jouait dans des séries, des films. Il était commentateur à NBC. Et puis il pourra dire, sur sa pierre tombale, je pense, le héros de tous les batteurs et les tueurs de femmes, c'est O.J. Simpson. Qui va être écrit? Je pense que oui. Ah, moi, oui, je vais aller le graver sur sa pierre tombale. Ce gars-là a vécu 30 ans. Il a fait un peu de prison parce qu'il a fait un hold-up à Las Vegas avec des amis là, pour récupérer des cartes puis des affaires à son effigie. Mais il s'en sera sorti facilement, 30 ans. Il devait plus de 100 millions de dollars aux familles des victimes qui a à peu près pas payé. Il y avait eu un verdict là-dessus. Il l'a pas respecté. Parce qu'il a fui l'État de la Californie. Ouais, puis là, il disait, je vais trouver les vrais assassins de Nicole Brown et Ron Goldman, puis il a cherché sur tous les terrains de golf à travers les États-Unis. Ah, puis il les a pas trouvés. Il les a jamais trouvés. Ah, ouais. Mais et puis le mot de la fin là-dessus, ça, je l'envoie à Pierre-Hugues Boisvenu hier qui me disait bon débarras. Mario? Ouais, ben. C'est parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Là, c'était devenu une affaire raciale. Là. C'était plus le dossier, c'était pas la violence conjugale, là, c'était racial. Même les sondages d'opinion aux États-Unis, tu avais la preuve. Là, puis la preuve était quand même accablante. Là, parce qu'il y a aussi que tu n'avais pas tellement d'autres suspects. Tu sais, les gants, là, je comprends qu'avec des gants de plastique en dessous, tout ça, il les a pas rentrés. Du sang partout, il avait l'air de pas rentrer. Bon, on se comprend que ça a été un peu une joke, puis la couronne qui a été faible, mais il n'y avait pas d'autres suspects. Il était en chicane avec sa conjointe, avait un nouveau chum, en tout cas. Puis les deux sont assassinés. Puis, tu sais, le gang, il y en avait un chez lui, puis un sur la scène du crime, puis celui chez lui, il avait du sang de la scène du crime, des victimes. Fait que, tu sais, à un moment donné, écoute, les preuves étaient quand même accablantes, mais aux États-Unis, mettons, chez les Noirs, la nette majorité pensait que... Parce que tu étais dans une atmosphère que la justice et la police en Californie ne pouvaient pas rendre justice aux Noirs. Donc, il était forcément non coupable. Et donc, chez les Blancs, tout le monde le pensait coupable. Chez les Noirs, on le pensait non coupable. Donc, ça devenait une affaire raciale. Plutôt qu'une affaire de preuve, puis de condamner, peu importe la race, condamner quelqu'un pour un geste vraiment d'une extrême gravité. Fait que ça n'est... Écoute, c'est un acquittement.
C'était le procès le plus suivi de la décennie, probablement un des plus suivis de l'histoire des États-Unis et l'acquittement le plus spectaculaire qu'on puisse avoir en tête. Là. Benoît Mario, merci à vous deux. Salut.